Un groupe de prêtres sombres invoque un dragon maléfique nommé Doggong Zord, qui arrive rapidement et remplit l'endroit d'énergie sombre. Évidemment, les prêtres ont capturé une waifu nommée Kismitede pour compléter le rituel de sacrifice. Cependant, la waifu profite du fait que ses lèvres ne sont pas scellées et commence à réciter un puissant sort capable de briser ses chaînes. À ce moment-là, d'autres sorciers apparaissent et utilisent un puissant enchantement pour enfermer le dragon dans une prison magique. Baïrou, le mari de la waifu, commence à énumérer chacune des catastrophes que le dragon a causées dans le monde humain. Malheureusement, Baïrou est gravement blessé dans le processus et commence à faiblir. Voyant cela, la waifu frissonne et essaye d'aider son mari immédiatement, mais Baïrou lui dit qu'elle doit compléter le scellement le plus rapidement possible. À ce moment-là, le sceau magique se brise alors que le bouclier magique qui réfléchissait le sort est détruit et le dragon attaque immédiatement Hiro, le garçon qui tenait le bouclier. À ce moment-là, il est révélé que Hiro est le fils de Baïrou et Kismotede, provoquant le chaos et entraînant le dragon à causer une tragédie massive. L'histoire avance dans le temps et nous présente un mystérieux épéiste errant qui voyage à travers le pays. En arrivant dans une ville voisine, les gardes des murs, en charge de l'inspection, vérifient l'épéiste avant qu'il n'entre, mais lorsqu'ils voient la taille de son épée, ils ont peur et le laissent passer sans poser de questions. En entrant dans la ville, l'épéiste découvre que la ville est pleine de marchands, échangeant joyeusement leurs marchandises. Cependant, la ville est secouée lorsqu'un noble nommé Nambuko apparaît et commence une performance excentrique. En fait, Nambuko jette des pièces de monnaie pour gagner les éloges de tous les présents. Cependant, un groupe d'enfants le critique de loin en regardant le spectacle avec dédain, puisque les pièces que Nambuko distribue ont été obtenues en les prenant aux citoyens. Le bretteur observe la conversation des enfants avec intrigue, mais réalise que Naumbuko a remarqué qu'un des enfants essaie de mettre en œuvre un plan. Plus tard, le bretteur voit un noble marchand parler de l'incident de Bal al-Bar, alors il s'arrête pour écouter. Le marchand mentionne que ses ancêtres lui ont laissé l'emblème du dragon en héritage, mais à ce moment précis, un des enfants apparaît et vole l'emblème. Cependant, le garde du corps du marchand arrête l'enfant presque immédiatement. Heureusement pour l'enfant, le bretteur intervient et stoppe le garde du corps, laissant tout le monde sur place sans voix. En effet, l'épée est gigantesque et le jeune homme est capable de la manier d'une seule main. Cependant, le bretteur ne veut pas s'engager dans un combat inutile. Il décide donc de lui donner une pièce d'or pour la valeur de l'emblème, ce qui rend le marchand très reconnaissant. À la surprise du bretteur, le garçon se fâche à cause de cela, car son plan était de distraire le garde du corps pour pouvoir voler le marchand. Pour cette raison, le garçon quitte les lieux offensés et emporte l'emblème avec lui. Cependant, le bretteur trouve le repère des enfants et récupère l'emblème. Il est également révélé que le bretteur n'est autre que Hiro, le fils de Baïrou et Kismet. Hiro quitte les lieux de manière épique, laissant les enfants sans voix car ils n'ont pas pu anticiper son mouvement. Pendant ce temps, il est révélé qu'un homme étrange cherche Hiro partout avec l'aide d'une sorte de compagnon magique. Pendant ce temps, Naumbuko tient une réunion avec d'autres membres de la noblesse et utilise son pouvoir d'influence pour mettre la pression sur eux et semer la terreur parmi les marchands. Naumbuko extorque un puissant marchand pour déstabiliser l'économie et faire grimper le prix du site magique. Bien qu'il le fasse constamment peur de manière indirecte, Naumbuko sait qu'il doit offrir aux marchands un certain avantage, alors il propose d'utiliser un objet puissant appelé Grand Trouvaille en sa faveur. À ce moment-là, l'animal de compagnie de Péchala vole le Grand Trouvaille et choque le marchand. Cependant, l'enfant est immédiatement capturé, révélant le pouvoir de Naumbuko. Pendant ce temps, les enfants s'amusent à poursuivre Hiro dans la ville. L'un d'eux faillit tomber d'un bâtiment, mais Hiro parvient à le sauver juste à temps. Cependant, le jeu est interrompu lorsqu'un des enfants révèle qu'ils ont capturé Pescal, le garçon recherché par le chasseur de primes. Après cela, les enfants cessent de poursuivre Hiro et courent immédiatement pour trouver Pescal, ce qui attire l'attention du jeune épéiste. Lorsque le groupe d'enfants arrive au centre, ils réalisent qu'il est trop tard. Naumbuko a ordonné la punition la plus sévère pour Péchal, donc tous les citoyens se rassemblent au centre pour assister à la punition. Cependant, Hiro dit aux enfants de ne pas s'inquiéter car il est capable de le sauver même les yeux fermés. Hiro s'avance vers les rangs des gardes de Naumbuko et se présente littéralement comme un épéiste errant. Évidemment, la waifu chargée de faire respecter les ordres de Naumbuko ordonne immédiatement une attaque contre Hiro, mais il parvient à esquiver chacune des attaques des gardes sans effort, causant une grande humiliation publique à Naumbuko. En fait, Hiro n'a même pas besoin de dégainer son épée. Il menace de sortir l'épée de son fourreau s'il ne libère pas l'enfant. Voyant que les gardes ne cessent d'attaquer, il décide de dégainer son épée, et à la grande surprise de tous, l'épée est minuscule par rapport au fourreau, laissant tout le monde sur place perplexe.
Cependant, l'homme qui avait cherché Hiro la nuit précédente apparaît soudainement et rejoint la bataille alors que Peachell se libère. À ce moment-là, il est révélé que l'homme est une sorte de mentor et de garde du corps pour Hiro. La Loli interrompt ce moment émotionnel en utilisant le grand Towa pour détruire Hiro. Cependant, Hiro mentionne que l'objet appartient à son père, ce qui amène Nanbuko à déduire que le jeune homme est le fils de Byaro et Kismatet. Évidemment, Hiro est bouleversé de voir le grand Towa car cet objet est capable de sceller le dragon maléfique. En fait, le mentor de Hiro sort également son épée et révèle qu'il a appris à Hiro à utiliser l'épée, car il adopte la même posture. Cependant, tout le monde est stupéfait lorsque la waifu libère accidentellement Dagon Zord en utilisant le grand Towa. Le dragon apparaît et sème le chaos, remplissant l'atmosphère d'énergie négative et provoquant le désordre. En le voyant, Hiro commence à ressentir dans son corps la blessure que le dragon lui a infligée lorsqu'il était enfant. À cause de cela, Hiro se précipite immédiatement pour attaquer le dragon, consumé par son désir de vengeance. Cependant, le dragon lui inflige un coup sérieux et le met hors de combat, ce qui pousse le mentor de Hiro à se précipiter à sa protection. Nanbuko observe tout cela avec plaisir depuis son balcon alors que Dagonzot sème littéralement le chaos. Cependant, la destruction commence à atteindre les zones environnantes, donc les soldats essaient d'arrêter le dragon, mais ils ne peuvent rien faire contre lui. En fait, à la surprise de tous, Dagonzot protège Hiro de la pluie de flèches, car après cela, le dragon commence à détruire tout l'enclos. Et après avoir même effrayé le menteur de Hiro, Dagonzat quitte les lieux et l'atmosphère redevient normale. Le marchand est stupéfait de voir qu'au lieu de ressentir de la peur, Nanbuko se réjouit du retour de Dagonzat, car il peut désormais l'utiliser comme un outil politique offrant protection aux citoyens. Plus tard, le mentor de Hiro emmène le jeune homme au refuge pour enfants et le garde en sécurité. Pendant ce temps, il explique l'incident qui s'est produit des années auparavant et a changé l'histoire. Bien que les enfants connaissent l'histoire, le mentor de Hiro révèle que Dogonzot a terrorisé Saint-Amoria, Icholfin et Van Lotus, les trois pays du continent, si bien qu'ils ont convenu de sceller Dogonzot sur un territoire neutre, aucun des trois royaumes ne voulant effectuer le rituel sur son propre territoire. Kismatet a utilisé son épée divine, Byaro a utilisé son trésor de scellement et Hiro a utilisé son miroir sacré. De plus, 100 magiciens de soutien ont uni leurs forces pour tenter de sceller Dagonzot. Mais les flammes du dragon sont capables de dévorer même les âmes des humains, si bien qu'ils ne peuvent pas être ressuscités, même avec de la magie. L'histoire est soudainement interrompue lorsque Hiro se réveille furieux et essaye de poursuivre Dagonzot, si bien que son mentor doit l'arrêter. En voyant cela, Tomate commence à rire car il ne croit pas qu'Hiro puisse être un adversaire pour le dragon. Cela pousse Hiro à commencer à se souvenir de chaque jour de sa vie. Dès son jeune âge, il a été placé sous la tutelle de Jiru, son mentor, qui l'a entraîné jour et nuit à utiliser l'épée comme un véritable épéiste. Après cela, Hiro et Jiru se mettent immédiatement en route pour retrouver Nanbuko car ils doivent récupérer le Grand 3 à tout prix. Charicharul, la waifu qui sert loyalement Nanbuko, utilise sa magie pour le contacter, car elle ne peut pas croire qu'il ait quitté la ville sans l'emmener avec lui. Cependant, il demande à la waifu de trouver Hiro. En cherchant Nanbuko, Hiro et Jiru essayent de trouver un endroit pour déjeuner, mais comme ils ont causé une commotion dans le centre-ville, aucun endroit ne les laissera entrer. De plus, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Heureusement pour eux, une étrange waifu avec des oreilles de chat apparaît et les invite à déjeuner dans un endroit proche. Bien que la nourriture du restaurant soit délicieuse, la conversation entre la waifu et le groupe devient un peu tendue lorsqu'elle réalise qu'Hiro est le fils de Biro. La waifu confesse que son nom est Erin, puis elle leur dit au revoir, les laissant avec l'addition entière impaillée, ce qui met en colère le petit dragon. Alors que la nuit tombe, le groupe retourne au refuge pour enfants car ils n'ont pas d'argent pour rester ailleurs. Et bien que cela contrarie Tout-Might, ils ne peuvent pas refuser l'hébergement aux sauveurs de Péchal. En signe de gratitude, Jinru leur prépare le meilleur festin qu'ils aient jamais mangé, ce qui facilite leur coexistence. Après cela, Jinru commence à entraîner à nouveau Eiro. Mais à la surprise de tous, Eiro prouve une fois de plus qu'il est terrible avec une épée, car il est incapable de vaincre un groupe de petits slimes. Bien que Eiro attribue cela à son épée étant trop petite, la réalité est qu'il doit encore beaucoup s'améliorer avant de pouvoir manier une épée plus grande. Évidemment, le petit dragon plaisante à ce sujet, donc Jinru part chasser d'autres monstres en laissant Eiro s'entraîner. Cependant, un dragon de sable géant apparaît pendant l'absence de Jinru, alors Eiro profite de la situation pour affronter un ennemi beaucoup plus fort. Comme prévu, le dragon ne ressent même pas les coups de Eiro. Mais à sa grande surprise, le dragon n'a aucune attention malveillante. En fait, le dragon portait simplement une waifu dans sa bouche et après l'avoir laissé là, il s'en va. La waifu étreint Eiro et commence à écouter son cœur, alors elle invite Eiro à la suivre.
Avant même qu'ils puissent rassembler leurs pensées, Garou se jette soudainement sur Saruto, mais Ai intervient juste à temps et le retient. Saruto, cependant, ne semble pas s'en soucier. Elle s'accroupit dans le sable, jouant avec quelque chose enfoui sous le sol désertique, tandis que les autres s'éclipsent vers la sécurité de leur base. Une fois à l'intérieur, Ai prend les devants, préparant un repas et s'assurant que tout le monde est installé. Au fur et à mesure que la nuit avance, Ai voit son esprit revenir à la présence étrange de Saruto. Tamate le remarque et commence à taquiner, affirmant qu'Ai doit être un homme solitaire tombé amoureux d'elle. Ai se raidit déjà à la pique, mais malgré cela, il ne peut pas se défaire de l'inquiétude concernant l'isolement apparent de Saruto. Tamate change alors de ton, lui rappelant qu'eux aussi savent ce que signifie vivre sans parents, et offre même une sympathie silencieuse pour la perte d'Ai survenue il y a longtemps. Pendant ce temps, à l'intérieur des murs de la ville, Charicharu et ses forces poursuivent leur recherche d'Ai. Ils fouillent les ruelles et les cours mais ne trouvent rien. Puis, sans crier gare, Saruto elle-même apparaît devant eux, ajoutant encore un mystère à l'équation. La scène change pour un vaste palais flottant, s'élevant au-dessus d'une terre désolée, où l'espoir s'est depuis longtemps flétri. À l'intérieur, Nambuku, la main cachée derrière d'innombrables affaires sinistres, examine des piles de rapports commerciaux. Il ordonne au docteur Bahara de continuer à travailler sur des armes pour le conflit imminent. Étrangement, au milieu de cette affaire grave, le docteur Bahara murmure son inquiétude pour la sécurité de Saruto, bien que personne ne sache pourquoi. Cette même nuit, Saruto réapparaît, cette fois à l'intérieur de la cachette des voleurs, surprenant tout le monde. Tomit est brièvement ébloui par son apparition, mais sa fascination se transforme rapidement en agacement face à son comportement imprévisible. Puis, d'un ton calme mais troublant, elle avertit Hiro que, peu importe où il va, elle le suivra. Tomit, amusé, détourne ses mots en blague, affirmant que la grande quête du héros est de vaincre Dagan. Zod est clairement retardé, maintenant qu'il a une nouvelle romance à gérer. L'atmosphère devient tendue et Hiro et Tomit se disputent violemment. Juste au moment où il semble que les choses vont dégénérer, Saruto intervient. Elle s'approche, tire Hiro à part et désamorce la situation. Le lendemain, Hiro et Polupa se rendent en ville pour acheter des provisions, mais leur bourse est presque vide. En même temps, Hiro se dirige vers le désert avec Saruto à ses côtés, déterminé à devenir plus fort. Il affronte à nouveau les slimes, mais n'arrive toujours pas à suivre. Les choses prennent une tournure plus sombre lorsqu'un loup tombe soudainement des falaises et attaque. Désespéré de prouver sa valeur, Hiro met tout dans le combat, mais le loup le surpasse facilement, le faisant tomber au sol. Avec du sang sur l'épaule et sa force presque épuisée, il parvient néanmoins à se relever pour se tenir entre la bête et Saruto. Pourtant, à sa grande surprise, Saruto ne bronche même pas. Le loup s'effondre de lui-même, sans vie à ses pieds. Quand Hiro la regarde avec incrédulité, elle dit tranquillement qu'elle s'était assoupie avant l'attaque. Elle remarque sa blessure, pose sa main sur son épaule et la guérit sans effort avec de la magie. Hiro reste là, stupéfait. Plus tard, il parvient à vendre la carcasse du loup pour une seule pièce, mais grogne à la sulpe d'une récompense si dérisoire. Ses plaintes s'estompent cependant lorsqu'il aperçoit des soldats traînant un homme. L'homme est emmené vers les mines, contraint à un travail sans fin pour des pierres magiques. Hiro ne peut l'ignorer. Il demande à Saruto d'attendre et se précipite en avant. Il confronte les soldats de front, exigeant qu'ils laissent partir l'homme. Au lieu de cela, ils le battent sans pitié et l'enchaînent. Hiro est jeté en prison aux côtés de l'homme qu'il a essayé de défendre. Là, il apprend la vérité. Personne emmené aux mines ne revient jamais. Hiro, têtu comme toujours, murmure qu'il s'échappera avec son faux badge. Mais son compagnon de cellule semble horrifié par ce plan imprudent. Ailleurs, Charicharu fait les 100 pas, nerveuse. Son miroir magique refuse de fonctionner. Lorsque la nouvelle lui parvient que Hiro a été capturé et emmené au palais, elle se met immédiatement en route pour intervenir. Dans l'ombre d'une ruelle, Tumit cherche un moyen de retrouver Hiro. Soudain, il réalise qu'il est suivi. C'est encore Saruto, sa présence ajoutant encore plus de confusion à sa situation déjà compliquée. À l'intérieur du palais, le seigneur de la ville se met en colère en découvrant que Nambuko a interféré dans ses affaires. Les choses empirent lorsqu'il vérifie sa cachette secrète et ne trouve pas son registre manquant. La réalisation le frappe. C'est le plan de Tamit. Avec la menace d'une exposition pesant sur lui, le seigneur se retrouve acculé, ses crimes prêts à être révélés. Plus tard dans la nuit, Tumit et Saruto sont attaqués par des gardes royaux. Mais avant que le pire ne puisse arriver, Giru et Polipa arrivent avec le registre volé en main. Ils parviennent à renverser la situation, l'utilisant comme levier pour obtenir la libération de Hiro, ainsi que celle des autres prisonniers qui étaient piégés dans les cellules du palais. Le lendemain, Hiro essaie de se débarrasser de Sarato, lui disant de le laisser seul pour qu'il puisse se concentrer sur son entraînement. Mais Sarato ne va nulle part, elle continue de le suivre de près. Ses manières étranges l'irritent, surtout lorsqu'il essaye de s'entraîner. Se sentant acculé, Hiro finit par lui jeter une pièce d'or et lui dit de l'utiliser pour se nourrir.
En errant, Sarato croise Eren, qui l'invite à l'accompagner. Pendant ce temps, sur le terrain d'entraînement, Hiro devient frustré en combattant sans fin les mêmes slimes. Dans son irritation, il dit à Giru de partir, mais il est moqué et refusé. Pendant ce temps, Erin conduit Sarato à une source chaude. Elle explique les rumeurs selon lesquelles ces eaux ont des propriétés curatives. Sarato le corrige, les eaux peuvent guérir les blessures, mais elles ne peuvent pas ramener les morts. Observant de l'autre côté du lac, Charicharu prend note de la scène, attirant l'attention d'Eren. Ailleurs, Tamit et Polupa tombent sur un flyer offrant une récompense, 300 pièces d'or pour capturer un monstre. Excités par la récompense et considérant Giru comme leur allié, ils se précipitent vers le terrain d'entraînement. Mais là, à leur grande surprise, ils trouvent Giru et Hiro en plein combat. Garou ne retient pas ses coups. Il dit à Hiro sans détour que compter uniquement sur le grand troll ne suffira pas à vaincre Dagan Zoot. Il lui rappelle qu'autrefois, même une centaine de mages expérimentés avaient échoué à sceller le dragon. En entendant cela, Hiro craque et frappe Giru dans un accès de colère. Mais Giru reste impassible. Il bloque l'attaque et met Hiro à terre avec aisance. Polupa et Tamit se précipitent aux côtés de Hiro, inquiets pour lui. Garou, cependant, déclare qu'Hiro a besoin de soins et annonce qu'il se dirige vers les sources de guérison. En chemin, les gardes de Nambuko suivent discrètement leurs mouvements. Aux sources, Hiro est témoin du pouvoir réparateur incroyable de l'eau et est stupéfait. Chirichiru ressent sa présence et donne un ordre. Le gourou avertit Hiro que leur chemin ne sera pas uniquement consacré à l'entraînement. D'innombrables tâches les attendent, et Hiro doit faire preuve d'une détermination sans faille s'il veut vraiment réussir. Mais bientôt, le désastre frappe. Au signal de Chericheru, des soldats réveillent un octopus monstrueux. La créature jaillit des eaux, s'agitant sauvagement et semant le chaos. Dans la confusion, Sarato est saisi dans son étreinte et Ren s'enfuit immédiatement, abandonnant la scène alors que le monstre attaque tous ceux qui se trouvent à portée, se retournant même contre Charichiru elle-même. Dans une démonstration audacieuse de puissance, Giru charge droit devant et abat la bête, mettant fin à la frénésie. Une fois la bataille terminée, Hiro se précipite au bord du lac et trouve Sarato sain et sauf. Polupa et Tomet, sentant le moment, s'éloignent discrètement pour leur laisser de l'espace. Avec le monstre maîtrisé, le groupe traîne sa carcasse jusqu'à la ville, seulement pour réaliser que l'affichage de la prime initiale était un piège tendu par Charichiru pour capturer Hiro. Indifférent, ils décident de vendre la bête à la place, espérant utiliser l'argent pour l'armure tant nécessaire de Hiro. Mais leurs espoirs sont anéantis. L'armure qu'ils désirent est bien trop chère et ils sont contraints de se contenter d'une cotte de maille moins coûteuse. Le matin arrive et Hiro fait ses adieux aux enfants avant de partir. Une fois de plus, Tomet choque le groupe en annonçant qu'il rejoindra la fête de Hiro. Malgré les protestations de ses compagnons, Hiro, brûlant de détermination pour obtenir le Grand Triwa, promet de revenir et avance avec une résolution renouvelée. Sur la route, il croise à nouveau Erin. Elle révèle la vérité. Charicharu avait orchestré la libération des monstres la veille. Erin propose alors de rejoindre le groupe de héros, leur présentant une carte indiquant l'emplacement de Nambuko dans le pays où les souhaits meurent. Mais il y a un piège. Elle ne donnera cette précieuse information que si elle est accueillie dans leur rang. Hiro, toujours avide et désespérément pervers, accepte sans hésitation. Après tout, quoi de mieux que d'ajouter un nouvel allié, surtout une belle, à son équipe. Alors que Hiro et ses compagnons s'enfoncent plus profondément dans leur voyage, leur chemin est soudainement bloqué par un oiseau colossal plongeant du ciel. Tamate, Eren, Serato et Polupa se cachent derrière une énorme pierre, prenant couvert, tandis que Hiro s'avance, épée à la main, pour affronter la menace. Mais son coup faiblit, le laissant exposé jusqu'à ce que Jiryu intervienne à la dernière minute, le tirant du danger. Voyant la situation devenir trop risquée, Jiryu conseille d'éviter la bête pour l'instant et de passer la nuit dans une forêt voisine. Ce soir-là, le groupe se rassemble autour d'un feu crépitant. L'air est lourd, mais une personne manque à l'appel. Serato. Il s'est éloigné pour aller chercher de l'eau. Saisissant l'occasion d'un moment de calme, Hiro se porte volontaire pour aller la vérifier. Suivant le chemin du ruisseau, il la trouve tranquillement en train de patauger au bord de l'eau. Ailleurs dans le palais, Nambuko est occupé à présenter ses dernières armes à des clients impatients. Sa démonstration est impeccable, et les acheteurs paient rapidement en cristaux pour ses créations mortelles. Observant de loin à travers son miroir magique, Charicharu remarque Akor. Mais son attention se détourne rapidement lorsqu'elle apprend l'attaque d'oiseaux sur le groupe de Hiro. Nambuko identifie la créature comme Okai, l'une des bêtes les plus dangereuses du pays. Charicharu, essayant de charmer Hiro pour sortir de cette situation, tente de le séduire avec sa mignonitude. Mais Nambuko n'est pas d'humeur à le louer. Il lui ordonne froidement de traquer Hiro et la prévient que si elle échoue, il la rejettera sans hésitation. De retour dans la nature, Okai tourne à nouveau au-dessus, suivant Hiro et ses compagnons alors qu'ils avancent. Lorsqu'ils atteignent les champs de sel, le désastre frappe.
Charicharu et ses soldats apparaissent soudainement, lançant une embuscade avec de la magie noire. Ils réveillent 3 énormes golems et les envoient s'écraser vers le groupe. Hiro, consumé par une impulsion téméraire, charge directement vers Charicharu. Sa décision précipitée s'avère fatale. Elle réagit instantanément avec de la magie éclair, le faisant s'écraser au sol. Jiru continue le combat, taillant à travers les soldats et affrontant les golems gigantesques avec une habileté inégalée. Mais Hiro, peinant à se relever, se rend compte qu'il est dépassé. Sa lame se brise sous la puissance implacable de Charicharu, le laissant sans défense. Le désespoir grandit jusqu'à ce que Palupa intervienne, invoquant Mumu, une fille ressemblant à un lapin célèbre pour sa cupidité et sa disposition à être soudoyée. Dans un éclat de lumière, Mumu émerge d'un coffre magique. Ne perdant pas de temps, Palupa jette à la fois Sarato et Tomite dans le coffre pour les protéger, bien que Tomate proteste furieusement pour la sécurité de son compagnon. Hiro, acculé et malmené par les attaques de Charicharu, essaie de riposter mais fléchit à nouveau. Jiru se jette dans la mêlée, s'opposant à ses sorts. Le sol tremble sous leur bataille, mais même Jiru finit par être piégé par la magie écrasante de Charicharu. Avec une intention cruelle, elle menace de tuer Jiru sur le champ, à moins qu'Hiro ne se rende. La vue de cette scène enflamme quelque chose de profond en Hiro. La colère, le chagrin et le désespoir tourbillonnent ensemble, le poussant au-delà de ses limites. Son corps se tord, son aura s'assombrit, et avant que quiconque puisse réagir, il subit une transformation monstrueuse. Une puissance brute jaillit de lui, incontrôlable et terrifiante. D'un seul coup dévastateur, le héros anéantit les soldats dans une explosion de force, laissant Charicharu elle-même bouleversée jusqu'au plus profond d'elle-même. Mais ce pouvoir ne dure pas. Alors que la frénésie le consume, sa force s'épuise. Son esprit devient flou. Son corps s'effondre sous le poids de l'épuisement et le héros perd connaissance, laissant le champ de bataille silencieux après sa fureur déchaînée. Lorsque Hiro reprend lentement conscience, sa vision floue s'éclaircit pour révéler Nambuku et ses hommes, se tenant au-dessus de lui. Encore épuisé par son combat précédent, il se sent faible et désorienté. Des fragments d'un étrange rêve flottant dans son esprit. En même temps, Mumu réapparaît avec le coffre magique, amenant Sarato avec lui. À contre-cœur, Palupa vide sa bourse pour satisfaire les exigences avides de Mumu, tout cela pour continuer la recherche du héros. Ailleurs, Nambuku fait des affaires avec l'un de ses riches clients, une figure vêtue de vêtements extravagants qui examine avec empressement ses dernières marchandises. Derrière eux se tient un orque vert sinistre attaché à une croix. Avec 3 humains enchaînés à proximité, le médecin prépare son expérience et dans une soudaine montée de lumière cramoisie, les captifs sont fusionnés ensemble. Sous leurs yeux horrifiés, un ante gigantesque naît, moitié humain, moitié bête. La femme qui regarde applaudit avec admiration le succès de Nambuku, louant son invention grotesque. Caché dans l'ombre, le héros est témoin de tout cela. Le docteur, cependant, fronce les sourcils de déception, affirmant que le résultat aurait dû être plus fort. Hiro choisit ce moment pour s'avancer, se révélant à Nambuko et le défiant directement. Mais en tendant la main vers son arme, il réalise que son épée a disparu. N'ayant rien d'autre, Hiro charge à main nue, seulement pour être facilement maîtrisé et mis à terre. Même dans la défaite, il crie pour le retour de Grantro, mais Nambuko insiste froidement sur le fait que la relique lui appartient maintenant. Les soldats saisissent Hiro et Nambuko l'informe qu'il sera emmené à une réunion spéciale. Pendant ce temps, Giru réfléchit à la mystérieuse capacité d'Hiro à libérer un pouvoir dévastateur. Eren apparaît soudainement au milieu d'eux, irritant Palupa par son timing, tandis que Giru, Tomite et Saruto sont escortés dans une tente somptueuse, laissant Eren et Palupa derrière. Dehors, Nambuko s'occupe de ses riches invités, préparant un banquet en son honneur. Charicharu arrive, prêt à s'excuser pour son échec à capturer Hiro. À sa grande surprise, Nambuko loue la force d'Hiro et la récompense plutôt avec une bourse d'or. Submergé de joie, Charu l'embrasse en signe de gratitude. De retour sur le terrain du procès, Giru et les autres examinent l'orque à moitié humain, réalisant que cette création tordue doit être l'œuvre de Nambuko. À l'intérieur de la tente, Hiro est assis, solidement attaché à une chaise. Nambuko entre, exhibant des instruments de torture cruels. Déterminé à extorquer les secrets de Hiro, il le presse au sujet de son lien avec Daganzoth, le dragon démoniaque. Hiro, imperturbable, exige de savoir pourquoi un marchand comme Nambuko se soucierait d'un tel mal. Avec un sourire sournois, Nambuko explique que la guerre et le chaos rapportent des bénéfices. Plus Daganzoth détruit, plus la demande d'armes augmente et plus il devient riche. Avant que la torture ne commence, des cris éclatent à l'extérieur. L'acheteur riche, furieux d'avoir été méprisé, sème le chaos. Hiro saisit l'instant où il parvient à dégager sa jambe, sort son insigne et commence à couper les cordes à ses poignets, luttant pour sa liberté. Pendant ce temps, le docteur bricole avec ses machines lorsque ses capteurs détectent soudainement Sarato à proximité. Troublé, il suit le signal, finissant par rentrer dans la tente. Là, il surprend Hiro en train de se libérer.
Étrangement, le docteur s'arrête, reniflant l'air. La présence de Hiro lui rappelle Sarato. Il interroge Hiro à son sujet pendant que Hiro continue de scier les liens. À l'extérieur, Sherry, Charu et les soldats boivent et célèbrent, convaincus de la générosité de Nambuko. À l'intérieur, le docteur continue de murmurer sur Sarato et les destins entrelacés de Hiro. Enfin, Hiro se libère des cordes et l'affronte. Au lieu de donner l'alarme, le docteur parle avec une étonnante franchise. Il admet que Hiro et Sarato sont liés par une connexion qui ne peut être ignorée. Il supplie Hiro de prendre soin d'elle. Mais Hiro hésite, doutant de sa capacité à protéger qui que ce soit tant qu'il est piégé dans les griffes de Nambuko. Puis, dans un retournement inattendu, le docteur sort un flacon de poison. Il suggère que si Hiro ne peut pas supporter cette souffrance en buvant, cela pourrait lui permettre de retrouver Sarato dans un autre monde. Hiro est secoué, déchiré entre le détermination et le désespoir. Enfin, il accepte et avale le poison. Quelques instants plus tard, dehors, Yuru et les autres lèvent les yeux avec choc alors qu'Hiro tombe soudainement d'en haut. Alarmé, Yuru appelle à une retraite rapide, ne perdant pas de temps avec des questions. À l'intérieur, Nambuko se déchaîne contre le professeur, furieux de sa désobéissance. Le docteur le défie audacieusement de mettre fin à ses jours. Mais Nambuko se retient, admettant que les compétences de l'homme sont trop précieuses pour être jetées. Le professeur reste impassible, poussé par son désir de protéger Hiro pour le bien de Sarato. Avec un éclat perçant qu'aux yeux, Nambuko demande à Hiro s'il connaît la véritable identité de Sarato. Il jure alors d'éliminer Saruto à la première occasion. En entendant cela, le professeur tremble, les larmes aux yeux. Mais il ne cède pas. L'histoire se déplace vers l'obscurité d'une mine abandonnée. Eren explique qu'au fond, des mineurs creusent sans relâche à la recherche de précieuses pierres magiques, le sang vital de d'innombrables batailles. Alors que le groupe enquête, Saruto s'approche de Hiro, plissant les yeux en détectant une faible tresse de l'odeur du docteur Bahara sur lui. Pendant ce temps, Jiro réfléchit aux remarques étranges du professeur. Il se souvient de l'affirmation troublante de Bahara selon laquelle le cœur de Hiro n'est pas entièrement le sien et que son rythme pourrait être lié au dragon ancien Daganzook. Jiro assemble une théorie glaçante. Peut-être que le père de Hiro, poussé par le désespoir lors de la bataille fatidique d'il y a des années, a échangé le cœur de Hiro avec celui de Daganzook. Un tel échange expliquerait pourquoi le pouls de Hiro bat de manière irrégulière et pourquoi des accès de pouvoir incontrôlables le submergent chaque fois que le désespoir ou la colère s'empare de lui, le transformant, même si ce n'est que brièvement, en quelque chose de monstrueux. Cette pensée trouble Jiro, mais elle correspond aux incidents terrifiants qu'ils ont déjà vécus. Hiro écoute, la mâchoire serrée. Si cette connexion est vraie, alors peut-être que sa propre mort entraînerait Daganzoth avec lui. L'idée brûle dans sa poitrine. Sa haine pour le dragon qui a massacré ses parents remonte à la surface. Les poings serrés, il sort de la mine dans une explosion brute d'émotion. Jiro et Palipa le suivent, inquiets de son état imprévisible. Eren s'apprête à les rejoindre, mais Tommy bloque son chemin, secouant la tête. Certaines blessures, dit-il, sont trop personnelles pour les étrangers. De retour au palais, Charu se prélasse dans sa nouvelle richesse, une récompense de Nambuko. Mais sa satisfaction avide ne calme pas ses nerfs. Agitée, elle libère ses familiers ailés dans le ciel, leur ordonnant de garder un œil vigilant sur les mouvements de Hiro. Loin du palais, Hiro arrive dans un village en ruine. Son silence est suffocant, l'air lourd de mort. Hiro se fige. Cet endroit réveille de vieilles cicatrices. Tumit murmure sur l'atmosphère troublante, mais Jiro confirme sa pire peur. Cette terre est liée à son passé. Il leur ordonne d'examiner les décombres avec prudence. Alors qu'ils explorent, des visions hantent Jiro. Il se voit enfant, des souvenirs se mêlant à la réalité. Il se rappelle de la cruauté que ses parents ont subie. Sa mère humaine, son père marqué comme quelque chose de monstrueux. Les villageois croyaient qu'elle les avait maudits, blâmant leur malheur sur sa présence. Mais la mère de Jiro n'a jamais fléchi. Elle est restée, à côté de son mari, inflexible dans sa loyauté. Dans un dernier souvenir, Jiro entend la voix de son père, forte même face à la mort. Un vrai Jiro n'abandonne jamais une cause juste. Pourtant, cette nuit-là s'est terminée en tragédie, alors que ses parents étaient exécutés ensemble. Le souvenir s'imprime dans son esprit, une blessure qui n'a jamais guéri. Ailleurs, parmi les ruines, Tahamit erre parmi des tas de cadavres macabres. Avant qu'il puisse réagir, une ombre se profile au-dessus de lui. Un monstre grotesque, à moitié humain et à moitié orc. Suivant silencieusement chacun de ses mouvements. Il se jette en avant, forçant Tahamit à courir vers les autres. Jiro est frappé par un autre souvenir. La vue de Baero, l'homme qui l'a sauvé, et le premier moment où il a posé les yeux sur Infanti Hiro. Ramené à la réalité, il voit Tahamit charger vers eux, une abomination tordue à ses trousses. Hiro s'avance, prêt à l'affronter. Mais sa main hésite. Son épée a disparu. La créature se jette en avant. À la dernière seconde, la lame de Jiro brille, déviant l'attaque et protégeant le groupe. Hiro, se tenant la poitrine, avertit que Jiro ne s'est pas complètement remis de leur dernier combat.
Tamit, désespéré, exhorte Hiro à libérer le pouvoir sombre en lui, à invoquer sa forme Dagan Soit. Hiro lutte, les veines saillantes alors qu'il essaie de convoquer l'énergie monstrueuse. Mais rien ne vient, son corps le trahit, le laissant grand ouvert. Le monstre se précipite en avant, visant à les creuser. Tam Hirobit crie de panique. Mais avant que le coup ne frappe, Girou se précipite à nouveau. D'un seul coup décisif, il tranche la bête en deux, mettant fin à la menace en un instant. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Erin s'introduit dans une réunion avec Charicharu et Nanbuko. La vérité est révélée. Erin est une traîtresse, une espionne allouée. Elle informe le marchand que Hiro porte le cœur de Dagan Zot. Nanbuko rejette d'abord cette affirmation comme une absurdité, mais Erin sourit, lui rappelant que son métier est de vendre des informations, et que l'information n'est jamais gratuite. Convaincu par sa confiance, Nanbuko la récompense avec un objet extravagant. Puis il appelle Charicharu à s'avancer. Son ordre est simple et froid. Elle doit tuer Hiro. Le voyage conduit Hiro et ses compagnons vers les banlieues animées du village de Rano, où les rues bourdonnent de commerce et de rire. Tamate, les yeux écarquillés, absorbe la scène animée avec un émerveillement enfantin. Palupa explique que malgré sa position éloignée, le village prospère car il se trouve à un carrefour où voyageurs et marchands se rencontrent. Hiro, toujours agité, exprime son intention d'acheter une nouvelle épée. Mais Jirou l'interrompt. D'abord, ils doivent vendre le crocodile qu'ils ont transporté avec eux. Ce n'est qu'ensuite qu'Hiro pourra penser à dépenser de l'or. Il avertit le garçon de mieux gérer ses finances. Alors que le crépuscule peint le ciel, Tamate, toujours désireux, demande quels sont les plans pour demain. Jirou suggère calmement qu'il se repose, ce dont le groupe a désespérément besoin. Plus tard dans la nuit, Jirou étudie une carte dans ses quartiers, le front plissé par la réflexion. Hiro s'approche, encore troublé par l'humeur de Jirou dans le village en ruine. Il demande directement pourquoi Jirou a agi de manière si distante. Jirou lui assure qu'il s'acquittait simplement de son devoir de le protéger, mais Hiro ressent un poids non exprimé dans ses mots. Le calme du village est brisé. À minuit, une ombre monstrueuse descend du ciel, écrasant des bâtiments et dispersant des villageois terrifiés. Lorsque la poussière se dissipe, la silhouette se révèle. Dagan Zot. Sa présence irradie la mort, l'aura étranglant chaque âme qui ose s'opposer à elle. Enragé, Hiro serre les poings et s'avance pour affronter la bête. Girou intervient rapidement, appelant à la prudence. Mais alors que le monstre frappe à nouveau, il réalise que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas le véritable dragon. Chirichoru arrive, un sourire aux lèvres alors qu'elle dévoile la vérité. Cette créature n'est pas une terreur ancienne, mais une création du docteur Bahara du palais. Bahara observe avec fierté, convaincu que cette marionnette pliera Hiro à sa volonté. Nanbuako, cependant, se prélasse avec désintérêt. Pour lui, ce n'est rien de plus qu'un appât pour attirer le véritable dragon. Le monstre d'ombre se déchaîne, emprisonnant Hiro dans son étreinte. Avant que Hiro ne puisse bouger, Chirichari attaque, son parapluie crépitant d'éclairs alors qu'il s'abat sur lui. Observant de loin, Bahara se tend soudainement. Il réalise que le lien étrange entre Hiro et Saruto rend ce combat bien plus dangereux qu'il ne l'avait prévu. Saruto elle-même crie un avertissement, insiste sur le fait que ce n'est pas Dagan Zote. Mais ses cris sont noyés par le fracas de la magie. Coincé, Hiro ressent la peur et la fureur bouillonner en lui. Il ne peut plus réprimer la force enfouie profondément dans son corps qui tremble, puis éclate avec puissance. L'énergie du dragon se libère. Sa forme se tord, des écailles d'énergie ondulent sur son corps. En un instant, le garçon devient quelque chose de plus, quelque chose de terrifiant. Un mouvement de son bras envoie tirer Charieux et ses soldats voler comme des feuilles dans une tempête. Tomada et Saruto regardent en silence, stupéfaits, alors qu'Hiro rugit dans sa forme de dragon, flamboyant de force brute. Mais ce pouvoir a un prix. L'attention de Hiro s'estompe, sa rage obscurcissant la raison. Il frappe sauvagement, et dans sa frénésie, sa lame entaille Kiro. Le sang gicle et Girou s'effourre, tandis que Saruto se tient la poitrine comme si le coup avait aussi transpercé son cœur. L'énergie se déchaîne, secouant la terre elle-même. Dans le palais de Nanbuko, chaque miroir se brise en poussière, signe de la force catastrophique que Hiro a libérée. Bahara regarde, les yeux écarquillés, réalisant combien de l'essence de Dagan Zot repose dans ce garçon. Peu à peu, sa rage s'apaise. Les traits du dragon se fondant à nouveau en forme humaine. Hiro tombe à genoux, respirant lourdement. Girou gît immobile sur le sol, son corps brisé. Saruto se précipite vers lui, ses larmes trahissant sa peur. Polupa et Tamat s'agenouillent à ses côtés, secoués par la destruction qu'ils viennent de témoigner au loin. Nanbuko se caresse le menton. Maintenant, il comprend. Avant de capturer Dagan Zot, Hiro doit d'abord être maîtrisé. Le garçon n'est plus seulement un orphelin errant avec une épée. Il est le vaisseau du dragon lui-même. Hiro reste aux côtés de Giryu, veillant sur lui. Dans le calme de l'auberge, Giryu gît inconscient, sa respiration superficielle, le poids de la bataille encore gravé sur son visage. Shirato entre discrètement, se tenant à côté de Hira sans un mot.
sa seule présence étant une tentative de réconfort. En bas, Paloupa remue une marmite de nourriture, fronçant les sourcils devant sa propre cuisine. Le goût ne lui plaît pas, mais son effort est tout ce qu'il peut offrir. Soudain, le silence est rompu lorsque Giryu commence à s'éveiller. Un soulagement envahit Hiro, et même Paloupa ressent une petite étincelle de fierté lorsque Giryu fait remarquer l'arôme de sa nourriture. Mais le soulagement de Hira est de courte durée. Le souvenir d'avoir frappé Giryu avec sa forme de dragon pèse lourdement sur son esprit. La culpabilité le ronge jusqu'à ce que Giryu lui-même prenne la parole, assurant Hiro que ce n'était pas son véritable moi qui a causé le coup. C'était le côté incontrôlable de lui, la forme liée à Daganzot. Paloupa acquiesce, mais cette assurance ne fait guère apaiser le cœur de Hiro. La peur demeure qu'un jour le dragon en lui puisse consumer ce qu'il reste de son humanité. Sirato approfondit cette inquiétude en l'avertissant des dangers de guérir les blessures de Giryu. Elle parle calmement, mais directement. Plus Hiro s'appuie sur cette forme monstrueuse, plus le risque de se perdre pour toujours augmente. Hiro écoute, l'inquiétude creusant des rides sur son visage. Guru, bien que affaibli, exhorte à une seule action. Chercher Maître Théo, l'homme qui pourrait détenir les réponses dont ils ont désespérément besoin. Mais avant qu'il puisse en dire plus, l'épuisement le prend, et Giryu s'effondre de nouveau dans la conscience. Pendant ce temps, la tension monte. En bas, Paloupa se dispute avec Mumu au sujet du coût des médicaments. Les rares herbes Sirupura sont la seule solution et elles ont un prix élevé. Tamit suggère un autre voyage aux sources de guérison, mais Paloupa secoue la tête. Les sources seules ne suffiront pas cette fois. Juste au moment où l'espoir semble mince, Erin intervient. Elle révèle qu'elle connaît le canyon de Kurura où les herbes peuvent être trouvées. La carte qu'elle fournit ravive la détermination de Hiro qui ne perd pas de temps à se préparer pour le voyage. Ensemble avec Saruto, Hiro se dirige vers le canyon. En chemin, la frustration s'échappe de ses lèvres. Chaque pas semble interminable. Pourtant, Saruto, calme comme toujours, le rassure. Elle insiste sur le fait que la distance n'est rien pour elle et l'encourage à garder son attention. De retour à l'auberge, l'état de Giryu se détériore. Eren rapporte la sombre vérité, tandis que Paloupa fait des calculs sur leur or en diminution. Tomate, cependant, se préoccupe moins de la monnaie et plus de Saruto. Il confesse son refus de manger, ses apparitions étranges et ses liens passés avec le docteur Bahara. Pour lui, son comportement semble trop commode, trop mystérieux. Sa méfiance grandit à chaque observation. Au canyon, Hiro et Saruto affrontent un nouveau danger. Des ombres. Un énorme crapaud émerge et se jette. Saruto pousse Hiro sur le côté, le sauvant de l'attaque de la bête. Mais alors qu'ils essaient de se retirer, la pluie commence à tomber, trempant le sol et transformant leur fuite en un désastre glissant. Au milieu du chaos, Saruto aperçoit l'herbe Sarapura, poussant haut au-dessus. Hiro n'hésite pas. Il se précipite vers elle, peu importe le coup. Pendant ce temps, Erin révèle des nouvelles encore plus sombres. De retour à l'auberge, Naombuko a l'intention de tuer Hiro. Elle l'a entendu elle-même à travers un dispositif de communication secret. Paloupa demande pourquoi, et Erin explique que cela est lié à la connexion de Hiro avec le Daganzot. Paloupa est encore plus troublé lorsque Aaron ajoute que Naombuko a répandu de fausses rumeurs sur la capture de Daganzot. Son objectif est simple, déstabiliser les royaumes, gonfler les ventes d'armes et dominer le marché des pierres magiques. Paloupa craint que cette tromperie n'allume une guerre à l'échelle du continent. Au canyon, Hiro découvre l'herbe poussant sur la carapace d'une immense tortue lumineuse. À chaque pas qu'il fait, la tortue se déplace, éloignant la plante de plus en plus. Hiro Strike lutte, grattant le sol, refusant d'abandonner. Enfin, il saisit l'herbe, mais tombe de la coquille avant de s'écraser. Sarato le rattrape. Pendant un instant fugace, il se sourit. Soulagé et épuisé, Hiro retourne à l'auberge avec l'herbe Serapara bouillie en médicament. Son pouvoir brille alors que Giryu la consomme. La lumière l'entoure et lentement sa force revient. Pour la première fois depuis des jours, Giryu ouvre les yeux, vivant et alerte. Un soulagement envahit la pièce, bien que l'ombre de la guerre plane toujours. Mais il n'y a guère de temps pour s'attarder. Les problèmes dans la ville s'aggravent. Les gens et les enfants sont forcés de miner des pierres magiques, preuve que la guerre est plus proche que jamais. Tomate craint ce qui s'annonce et insiste sur la nécessité de grands Troa. Giryu cependant le calme, leur rappelant la priorité de trouver Maître Théo à l'extérieur. Tumit se confie à Paloupa. Il admet que sa confiance en Serato s'est érodée, surtout après l'avoir trouvé en larmes la nuit précédente. Il place plutôt sa foi dans l'autre fille qu'ils ont rencontrée, convaincu qu'elle est plus honnête. Son doute envers Serato persiste, le rongeant. Leurs prières sont exaucées. Soudain, un homme de pouvoir silencieux s'avance. Son aura impose le respect, et Giryu et Paloupa tombent à genoux. Paloupa déclare sa loyauté en tant que serviteur de Birou. L'homme se présente enfin, Maître Théo. Sa présence apporte une vague d'émotion au groupe. Il salue chaleureusement Serato, laissant Giryu troublé. Avec une pointe de jalousie, le groupe reprend son chemin. Mais l'air rare rend chaque pas plus lourd.
Leur souffle se fait court. Pourtant, Maître Théo se déplace avec aisance, ses yeux perçants captant chaque signe de leur lutte. Il leur rappelle que Bairo et Palapa, ses propres disciples, n'ont jamais failli. Ainsi, Palapa baisse la tête, s'excusant de leur faiblesse, tandis que Giron s'incline respectueusement, disant qu'ils ne sont pas venus seulement pour voyager, mais pour parler avec Théo de questions d'une grave importance. À l'intérieur de la grotte, Giron dévoile tout. La vérité terrifiante que Héros pourrait un jour se perdre dans le dragon qui est en lui. Théo écoute en silence, le poids des siècles reposant dans son regard calme. D'un geste de la main, il invoque une flamme ardente, son énergie égalant le souffle destructeur de Daganzoth. L'embrasement illumine les parois de la caverne, preuve de ce qui est en jeu. Théo parle du rituel de scellement raté. De la nuit fatidique où le cœur de Daganzoth a été arraché à la bête et bat maintenant dans la poitrine de Héros. Pourtant, malgré toute sa connaissance, Théo admet qu'il n'y a pas de chemin clair à suivre. Héros, la frustration montante à la surface, exige des réponses. Pourquoi Théo n'était-il pas là cette nuit-là? Pourquoi n'a-t-il pas aidé ses parents dans leur bataille désespérée? Sa voix tremble de colère et de chagrin, la caverne résonnant de sa douleur. La réponse de Théo est mesurée mais ferme. Même avec sa force, il était impossible de sceller Daganzoth. Il explique que ce que Hiro porte est un fardeau au-delà du contrôle total de quiconque. Pourtant, il lui tente une invitation. Rejoins-le dans l'entraînement. Apprends à manier à la fois la magie et la discipline, et peut-être trouveras-tu l'équilibre avant que le dragon ne le consume. Dehors de la grotte, Théo assigne à chacun des tâches destinées à aiguiller leur esprit. Pour Hiro, il trace une ligne sinueuse et lui ordonne de la suivre jusqu'à ce qu'il trouve le chemin droit caché à l'intérieur. Au début, Hiro se moque, mais il réalise bientôt qu'il s'agit moins du chemin que de lui-même. La leçon est la patience, la clarté et le contrôle de soi. Palapa, quant à lui, lutte avec la sagesse de Théo, peinant à voir le sens derrière ses mots. Ailleurs, Aaron surveille les rapports du palais. Nambuko devient agité avec la guerre dans l'air, et Eren sent le désastre se rapprocher. De retour au camp, Théo presse Hiro plus fort. Il lui ordonne même de se débarrasser d'un papier qui porte le portrait de Saruto. Hiro résiste, son lien avec elle est personnel, plus que Théo ne peut comprendre. Théo l'observe de près, un soupçon scintillant derrière son regard calme. Garou revient avec une proie fraîche, preuve de son habileté. Mais Théo redirige l'attention de tous vers un défi plus petit. Il place un caillou dans la main de Hiro et lui ordonne de le lancer. La perspective étrange de Saruto l'appelle, la qualifiant de belle pièce de monnaie, suscitant la curiosité. Lorsque Hiro finit par le lancer, la pierre scintille faiblement de lumière. Les yeux de Théo se plissent. Le chemin de ce garçon est inhabituel, et l'éclat du caillou laisse entrevoir quelque chose de plus profond. Pendant ce temps, de retour au palais, Charicharu est assise tranquillement, la tristesse s'accrochant à elle. Son serviteur lui demande ce qui la trouble, mais elle ne répond pas, murmurant seulement le nom de Naombuko. Ses loyautés, son cœur et son avenir restent tous enchevêtrés dans son propre doute. À l'entrée de la grotte, Théo initie Hiro à l'art de la lame Koku, une frappe qui existe sans arme physique. Hiro hésite, mais lorsqu'il se concentre, la technique fonctionne, taillant dans la pierre comme si une épée était entre ses mains. Il fixe avec choc, inconscient de ce qu'il a accompli. À l'intérieur, Giru interroge davantage Théo. Inquiet pour la place de Hiro dans leur bataille, Théo répond simplement « Le don de Hiro n'est pas l'épée, mais la magie ». Giru accepte cette vérité, mais promet de continuer à enseigner l'escrime à Hiro quoi qu'il arrive. Ensemble, ils peuvent le rendre plus fort, Giru avec la lame, Théo avec la magie. De retour au palais, Nambuko observe ses machines, tandis que Sheru entre. Il l'accueille avec une nouvelle tâche, mais le soupçon persiste, même parmi ses soldats. Leur voyage se poursuit dans le désert de mort. L'air devient plus chaud, plus rude, et au-dessus d'eux, un Hawkeye plonge. Giru le chasse, mais dans le chaos, Eren s'effondre. Son appareil tombe de sa main, crépitant de voix ennemies. Le soupçon se transforme en certitude. Elle a relayé chacun de leurs mouvements. Giru l'affronte, et Eren craque. Elle admet être un courtier en information, vendant des secrets à Nambuko. La trahison fait mal, mais Giru refuse de la battre. La tuer ne réparera pas ce qui a été fait. Au lieu de cela, il la laisse abandonner dans le désert, ses avertissements de malheur emportés par le vent. Dans le palais, Charicharu ignore l'hésitation de sa garde. Elle a décidé de mener à bien les ordres de Naombuko. En entrant dans la machine, elle s'allie au docteur Bahara, leur intention combinée enveloppée d'ombre. Au loin, la nuit tombe sur le désert de mort. Hiro et ses compagnons avancent péniblement, épuisés. L'air s'immisce dans leurs poumons à chaque respiration. Giru leur rappelle d'un ton grave que survivre ici à 3 chevaliers ne sera pas une tâche simple. Les jours sont brûlants, les nuits glaciales. Alors que des tempêtes de sable tourbillonnent autour d'eux, le groupe progresse, luttant contre le désert lui-même. Pendant ce temps, dans le royaume de Sainte-Moria, les chevaliers se préparent à la guerre. Les rumeurs se propagent comme une traînée de poudre. Ven et Isaline auraient formé une alliance. Et pire encore, des murmures affirment que Daganzoth est sous leur contrôle.
La panique s'installe, alimentant les flammes de la bataille. Autrefois, un désastre dans le désert frappe. Leur eau devient dangereusement rare, et Palupa tombe dans un trou de sable caché. Sous le sol mouvant, un monstre grotesque rôde. Girou crie à Palupa de rester immobile, mais la peur le submerge et il s'enfonce davantage. Juste au moment où tout espoir semble perdu, Aaron réapparaît, lançant une corde et le tirant vers la sécurité. Palupa est sauvée, mais il l'accueille avec colère au lieu de remerciement. Elle insiste sur le fait qu'elle aide seulement parce que le groupe s'éloigne de leur destination. Ailleurs, dans le royaume d'Isaline, le roi a prié pendant 3 jours sans repos. Il craint que des alliances ne se forment contre eux et s'inquiète du sort de Daganzoth. L'ensemble du continent est au bord de la guerre. De retour dans le désert, une violente tempête de sable sépare le groupe. Palupa se réveille et trouve Aaron à ses côtés, les autres n'étant nulle part en vue. Elle l'encourage à se diriger vers une oasis, convaincue que c'était leur meilleure chance de survie. Palupa résiste, désespéré de retrouver ses amis. Mais son corps fléchit sous la pression. Erin s'explique. Oui, elle vend des informations, mais seulement aux plus offrants. Elle a même essayé de négocier avec Naombuko pour le grand trot. Son honnêteté n'atténue guère l'épuisement de Palupa, qui s'effondre dans le sable. Pendant ce temps, Hiro et Saruto endurent ensemble l'air glacial de la nuit. Hiro tremble luellement, affaibli par la soif. Saruto, observant sa lutte, perçoit la faible odeur de l'eau portée par le vent. Sans hésiter, elle commence à se déshabiller, prête à collecter ce peu d'humidité qu'elle peut. Ailleurs, Girou porte Tomite sur son dos à travers la tempête. Il aperçoit Aaron et Palupa au loin. Le groupe se regroupe lentement. Saharato, son corps humide de rosée, offre des gouttes d'eau à Hiro. Alors que les gouttelettes touchent ses lèvres, un flash de mémoire le transperce. Une image de sa mère, sa chaleur, ses soins. Le moment est bref, mais il le stabilise. Observant d'en haut, un faucon veille silencieusement. Enfin, ils atteignent l'oasis. Girou abaisse Taméite, versant doucement de l'eau pour le ranimer. Un soulagement envahit le groupe, mais il se brise instantanément. Charicharu apparaît soudainement, sa forme tordue et fusionnée, frappant sans pitié. En un mouvement rapide, elle saisit Saruto et Hiro avant que quiconque puisse réagir. Alors que le désert tremble de chaos, les 3 royaumes avancent vers la guerre. Hiro se réveille dans le palais de Nambuko, les poings liés. Nambuko attend, calme et suffisant, déclarant son grand plan de ressusciter Daganzoth après 10 longues années. Sa voix déborde d'arrogance, alors qu'il se moque de Hiro. Il prétend que le grand sentier lui appartient maintenant. La fureur s'enflamme dans la poitrine de Hiro. Il tire son épée et charge, mais Nuamboko bloque sans effort le coup. Hiro attaque à nouveau, désespéré, mais il est écarté comme un enfant. Puis Nuamboko enfonce le couteau plus profondément, non pas avec de l'acier, mais avec des mots. Il révèle son rôle dans la tragédie d'il y a 10 ans. Il nie que le sacrifice du père de Hiro était un choix, rejetant la croyance de Hiro en la volonté de Lord Barrow. La révélation secoue Hiro jusqu'à son âme. Il refuse de l'accepter, mais sa rage est inutile. Ailleurs, Girou et les autres poursuivent leurs recherches. Erin écoute attentivement à travers son appareil, s'efforçant de capter le moindre indice sur leurs amis disparus. Puis soudain, un son perce la statique. La voix de Saruto appelant Hiro. Il se précipite vers la source, seulement pour la trouver frappant des tambours, son rythme résonnant à travers la terre. Ce n'est pas de la musique, c'est un appel, une convocation pour le dragon lui-même. À la grande surprise de tous, l'esprit du dragon émerge soudainement des nuages et engloutit Saruto tout entier. La panique se propage dans le groupe, Jirobo étant sur le point de s'en prendre à la bête dans son désespoir. Mais avant que le chaos ne s'intensifie, la voix de Saruto résonne de l'intérieur. Calme et posée, elle les rassure que le dragon ne veut aucun mal. Il les conduira vers le héros. Ces mots stupéfient les autres, et Palupa se souvient que la première apparition de Saruto était également liée à un dragon. Le mystère qui l'entoure ne fait que s'approfondir. Montant sur le dos du dragon, le groupe s'élève dans le ciel, se dirigeant droit vers le palais de Naombuko. À l'intérieur de ces murs sinistres, Naombuko s'assure que chaque détail de son plan est prêt. Son projet est terrifiant dans son ampleur. Il a l'intention de fusionner le trésor de scellement avec sa machine, croyant que cela lui donnera le pouvoir sur le monde entier. Pour alimenter cette folie, il sacrifiera toute la magie du royaume. Le coût est inimaginable, mais son ambition est implacable. Alors que le groupe arrive, le palais se dresse devant eux, sombre et menaçant. Une forteresse tordue qui porte encore l'aura du Seigneur des Ténèbres. Eren explique son histoire. Autrefois gouverné par Gyas avant sa défaite aux mains du héros légendaire, la poupée Elbart. Bien qu'en ruine, le palais reste saturé d'une magie puissante. Maintenant soumis à la volonté de Nambuko, leur arrivée suscite une hostilité immédiate. Des soldats déboulent, et le dragon qui les partait est abattu dans l'assaut. Au sol, entouré et en infériorité numérique, le groupe est contraint de se cacher, s'échappant juste avant d'être capturé. Mais l'incertitude les ronge. Combien de temps peuvent-ils continuer à fuir ?
Puis, une révélation frappe comme la foudre, le docteur Bahara expose la vérité sur Saruto. Elle n'est pas une fille ordinaire, mais une poupée magique créée sur ordre de Nambuko. Polupa est abasourdi par cette révélation. Le docteur explique davantage. L'existence même de Saruto est liée à la tragédie de Balboa. Un cristal de sang de dragon a été incrusté dans son corps, rejeté par Nambuko pour ne pas répondre à ses critères de beauté tordus. Saruto a échappé de justesse à la destruction en gelant un lac de magma pour se sauver. Le groupe continue d'avancer et finit par atteindre la chambre contenant le massif cristal. Hiro implore ses amis de partir avant d'être consumé par cette folie, mais aucun d'eux ne l'abandonnera. Saruto, dans un acte d'altruisme, se propose à Nambuko en échange de la liberté de Hiro. Mais Nambuko révèle froidement qu'il a besoin d'eux, tant Saruto que Hiro, pour son acte final. Dehors, l'éclipse commence, projetant son ombre sur Balboa. À l'intérieur du palais, le plan de Nambuko atteint son apogée. Sa vision de drainer toute la magie accumulée et de fusionner les soldats des 3 royaumes avec l'essence de Daganzot, forgeant des monstres plus grands que le dragon lui-même. La sphère entourant la palais se scelle, piégeant tout le monde à l'intérieur sans échappatoire. Charicharu, réalisant le danger, trahit sa fierté et canalise toute sa magie collectée vers le docteur Bahara, espérant que cela lui sauvera la vie. Mais Nambuko apparaît, balayant ses espoirs d'un rire cruel. Il déclare que tout le monde dans le manoir deviendra une pièce de son design. Sa confiance s'effondre, remplacée par une rage pure, alors qu'elle réalise enfin la profondeur de sa traîtrise. Pendant ce temps, Giru confronte Don Docteur Bahara, exigeant de savoir quel pouvoir retient la magie à l'intérieur. Le docteur admet froidement que son corps actuel n'est qu'une marionnette, son vrai moi reste profondément enfoui dans Balboa. Saisissant l'instant, Nambuko invoque Sarato. Lié par son contrôle, son corps se tord en un vaisseau terrifiant destiné à répandre la terreur. Mais juste au moment où son triomphe semble complet, quelque chose faiblit. Le cœur de Daganzot en elle cesse de battre, son plan vacille dans le chaos. Palouppa appelle désespérément Moumou à l'aide, mais Moumou, fidèle à sa nature avide, exige un prix élevé. En s'affairant, le groupe rassemble tout ce qu'il peut, le remettant. Avec un sourire en coin, Moumou active son énorme canon magique. Elle tire, brisant une partie de la sphère dans un fracas tonitruant. L'ouverture est petite, mais suffisante. Palouppa, Giru et les autres s'échappent de la forteresse en ruine et fuient vers Balboa. À l'intérieur, Hiro vacille au bord de la catastrophe. Nambuko le pousse de plus en plus vers une transformation complète en dragon. Si cela se produit, Daganzot renaîtra. Enragé d'être manipulé, Hiro libère sa fureur, prêt à frapper, même si cela signifie détruire tout ce qui l'entoure. Mais avant qu'il ne puisse blesser Saruto, avant qu'il ne se perde complètement, Giru et les autres font irruption sur la scène. Ils se jettent entre lui et Saruto, à terre, essayant désespérément de le ramener du bord. Le destin de Hiro, et peut-être du monde entier, est suspendu à un fil. Giru se précipite désespérément pour atteindre Hiro et Sarat avant que le conflit entre eux ne devienne incontrôlable. Mais Charicharu bloque son chemin, se tenant ferme. Même quelques instants après sa mort, sa loyauté envers Nambuko reste inébranlable et il s'accroche à ses ordres comme si c'était son seul but. D'en haut, Nambuko observe avec un plaisir pervers parfait, savourant la vue de Hiro et Sarato, 2 âmes liées par le destin, forcées de s'affronter. Luttant contre la force écrasante de Hiro, Sarato parvient d'une manière ou d'une autre à le retenir, l'empêchant de lui faire plus de mal. Giru s'efforce d'intervenir, mais Charicharu, déterminé à empêcher son intervention, le frappe. Pendant un moment terrifiant, il semble qu'il pourrait blesser mortellement Hiro lui-même, jusqu'à ce qu'une force invisible le pulvérise. Sorti du chaos, Lu de Dogon manifeste sa présence imposante, protégeant Hiro d'une mort certaine. Le visage de Nambuko se tord en un sourire. Son fourneau est activé, et le dragon est apparu, juste comme il le voulait. Sans hésitation, il lie l'alliance Dogon au sein du Grand 3, son dispositif s'animant alors qu'il commence le rituel de fusion. Une vague éblouissante de pouvoir jaillit de Balboa alors que l'ambitieux Nambuko prend une décision choquante. Plutôt que d'abandonner les autres, il décide de se sacrifier pour fusionner son corps directement avec le dragon. Le docteur Bahara, observant depuis l'ombre, réalise quel cauchemar cela va déclencher. Hiro se précipite en avant. Une montée d'énergie provenant de la vie et de l'amour de ses parents déchus, mais il est brutalement frappé. Nambuko, désormais imprégné de l'essence du dragon, le pousse de côté comme un ver. Hiro s'effondre, saignant et se désintégrant. Eron et Tomet crient pour que le docteur Bahara intervienne. Le vieil homme agit enfin, leur ordonnant de détruire les réacteurs avant qu'il ne soit trop tard. En même temps, Sarato reprend connaissance, mais découvre Hiro allongé sans défense. Alors que Nambuko lance son attaque finale, Eron et Tamit détruisent les machines et se précipitent vers le réacteur. Des étincelles volent, des engrenages crient et des rituels balbutient. Mais Nambuko charge en avant.
Avec un appel de feu mortel, il vise directement Hiro. À ce moment-là, Hiro voit Sarato bouger, se jetant devant lui, prêt à tout sacrifier. Cette vision débloque quelque chose en lui. Son chagrin et sa colère s'enflamment, et avec le reste de sa force, il se redresse alors que Naumbuko s'apprête à porter le coup fatal. Hiro bloque le coup et coupe le bras de Naumbuko d'un mouvement rapide. Le méchant recule, stupéfait, incapable de croire qu'un simple mortel puisse lui faire du mal. Dans un accès de désespoir, Hiroi conduit le grand Troa à travers la poitrine de Nambuko, perçant son cœur. La combinaison tremble, se dénouant. Hiroi se tourne vers l'Alliance Dogon, le dragon qui détient son propre cœur. Avec un cri qui fait trembler le ciel, il canalise la lame Koku, un pouvoir légendaire créé pour sceller les dragons, et l'enfonce profondément dans la poitrine du monstre. La terre retient son souffle. Le dragon tremble. Son rugissement secoue la terre, puis se propage dans le ciel sous forme d'un flot de lumière. Lumière. Hiroi ressent sa libération alors que son cœur longtemps capturé lui revient. Mais la joie est éphémère. Il regarde en bas et voit le corps sans vie de Saruto. Les mots de Jiru résonnent dans son esprit. Parfois, le sacrifice peut apporter une nouvelle vie. Les mains tremblantes, Hiroi s'agenouille à ses côtés. Elle place ses paumes sur sa poitrine et choisit la seule chose qu'elle puisse faire, lui donner son cœur. La lumière éclate. Saruto halète, la vie revenant dans son corps. Hiro sourit doucement, son sacrifice accompli, le dragon se dissout dans l'huméant. Et pour la première fois depuis des années, la lumière du soleil tombe sur Balboa. Ensuite, Palupa tient les ruines brisées du Grand Rui, la cupidité brillant dans ses yeux. Eren et Tamat se joignent rapidement à lui, se battant comme des enfants pour les ruines brisées. Le chaos se termine lorsque l'arme tombe de leurs mains et se brise complètement, son pouvoir disparu pour toujours. Giru explique la vérité. Le pouvoir de la lame a toujours été lié à la magie des héros. Magie, c'était son pouvoir caché qui rendait la relique dangereuse, pas la relique elle-même. C'est une révélation qui change complètement la façon de Hiro se voit. Le Saruto vivant est à nouveau secoué par les lames de Hiro. Il ne sait pas quoi dire alors qu'il cache son visage dans la honte. Cherchant toujours son père, il apprend la vérité déchirante. Le docteur Bahara n'est pas survécu. Dehors, les soldats des Trois Royaumes se retirent. La bataille éclate enfin. Eren, utilisant ses connexions, maintient la paix. Même Mumu apparaît, souriant pour leur rappeler la dette qu'ils lui doivent encore. Shiricharu, qui autrefois versait des larmes amères, pleure maintenant de joie en découvrant qu'une jeune fille a été renaissante par fusion au milieu des ruines. C'est un petit morceau d'espoir. Enfin, le groupe enterre le docteur Bahara, lui rendant l'honneur qu'il mérite. Autour de la tombe, Taomut et les autres taquinent Hiro à propos de donner son cœur à Sorato. Il est embarrassé, mais sa réponse est claire. Il n'est pas un sorcier ni un vaisseau de dragon. Il est un épéiste, errant, et ce n'est que le début de son voyage.